De retour à Abidjan, Alassane Ouattara menace les États du Sahel. À peine a-t-il atterri à Abidjan qu'Alassane Ouattara, tremblant de colère, a réuni son cercle restreint à sa résidence. L'ordre du jour était évident, la crise au sein de la CEDEAO après l'annonce du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de celle-ci. La décision de retrait, quoique je sois un partisan de la CEDEAO en termes d'intégration économique, intégration sociale des populations, je dis que les raisons du retrait des pays de l'AES sont plus que fondées. Je vais expliquer pourquoi. Vous savez, les mesures prises par la CEDEAO à l'encontre des pays de l'AES, de Mali d'abord, puis le Niger, n'existent pas dans l'arsenal juridique de la CEDEAO. Quand bien même elles existeraient, je pense qu'une institution qui a pour vocation d'aboutir à une situation idéale de paix, de sécurité et de développement socio-économique devrait engager des actions allant dans ce sens-là. Et vous l'avez évoqué, la non-assistance dans la lutte contre le terrorisme est partant en ce qui concerne le rapport entre la CEDEAO et les pays concernés. Ces pays-là ont lutté pour le Mali 10-11 ans âpres contre le terrorisme, avec beaucoup de pertes en vies humaines, des dégâts matériels importants, sans qu'on ne voit venir la CEDEAO en assistance, alors que ces textes le prévoient bien. Il y a des textes qui prévoient qu'un pays qui a des difficultés doit recevoir l'aide de cette organisation-là. Ensuite, et ce n'est pas seulement dans le cadre de la CEDEAO, les sanctions unilatérales sont des casus belli. Ça veut dire que, pour certains cas, on s'est retrouvé déjà en position de déclaration de guerre par les sanctions qui ont été adoptées, qui non seulement sont illégales, mais sont de nature à compromettre l'existence dans les pays concernés. Et je ne pense pas que ce soit la vocation première de la CEDEAO, que de rechercher l'enlisement socio-économique dans les pays membres de la CEDEAO. Le plus souvent, ce qui a été reproché, c'est que ces sanctions ont des conséquences sur les populations civiles qui ne sont pas des dirigeants. Et comme je le dis, même sur le plan international, vous voyez bien que les sanctions, par exemple, des pays occidentaux, États-Unis et Europe occidentale, contre la Russie ou contre d'autres, il y a eu des sanctions commerciales contre la Chine, etc., ne se prennent jamais dans le cadre des Nations Unies. Ce sont des actions unilatérales. C'est vrai que c'est chaque pays qui décide de prendre ces actions. Et ils appliquent ces sanctions à leur niveau. Mais en réalité, ce sont des sanctions qui sont des déclarations de guerre tout simplement. Parce que ça ne relève pas du droit international, ça ne relève pas des relations internationales. Et c'est quasiment la même situation qui était vécue entre la CEDEAO et les 3 pays membres de l'AES. Donc pour moi, il existait déjà des raisons pour que les pays de l'AES réagissent à l'attitude de la CEDEAO. Mais jusqu'à présent, comme je l'ai déjà dit, ces pays n'avaient pas fait cas de cette situation-là et pensaient qu'à tout moment, la sagesse reviendrait et qu'on aurait ouvert le dialogue. Je termine en disant que, par exemple, la mesure de suspension lorsqu'il intervient un coup d'État, c'est une mesure que je considère comme anachronique. Étant donné que ces pays, ils sont suspendus de participer aux instances de la CEDEAO, mais ils participent aux instances de l'Union africaine, ils participent aux instances des Nations Unies. Ils ont des relations avec les autres grands regroupements dans le monde. Donc, on n'a pas vraiment, on ne voit pas quelle peut être la pertinence donc, de cette mesure de suspension. Surtout que la CEDEAO ouvre toujours des missions de dialogue avec ces pays quand les coups d'État surviennent. Donc, je pense que tout ça, ça fait partie des incohérences donc, de l'architecture de la CEDEAO qui demande à être revue. Mais peut-être qu'à l'occasion donc, de ces situations circonstancielles, la CEDEAO va faire peau neuve. D'entrée de jeu, le vieux Grigou n'a pas caché sa colère. Il a clairement signifié à ses obligés du jour que la Côte d'Ivoire et la France étaient désormais en guerre contre l'AES. Voici ses propres termes. Mais ces militaires sont des idiots et des voyous. Ils ne savent pas dans quoi ils se sont fourrés.
Ils ne savent pas qu'ils ont mis leurs doigts dans un engrenage qui va les broyer. Je vous le dis, c'est fini pour eux. J'ai eu un long entretien avec mon ami Macron et les choses sont claires pour nous. Jamais nous n'accepterons que des vauriens comme ça détruisent notre espace sous-régional. Nous savons que c'est la Russie qui est derrière. Nous avons convenu qu'il fallait mettre tous les moyens en œuvre pour renverser le plus rapidement possible ces voyous et installer des régimes que nous allons choisir et contrôler. Paris et Washington viennent de me désigner et me donner carte blanche pour toutes les opérations. Fin de citation. À ces mots, la petite assemblée applaudit, heureuse de savoir que son chef demeure toujours l'homme de confiance des puissances étrangères. Chers militaires de l'Alliance des États du Sahel, sachez que le plus dur commence pour vous et donc vous devez marquer plus de vigilance. La situation ne sera pas facile, mais c'est le prix de la liberté, c'est le prix à payer pour l'indépendance. Monsieur le Président, que répondez-vous donc aux responsables de la CEDEAO qui disent « ils s'en vont parce que nous on a dit qu'on ne veut pas de putschistes parmi nous ». Il y a beaucoup de putschistes parmi eux. Donc ce n'est pas une question de putschistes, c'est juste un masque. Mais eux-mêmes n'ont jamais respecté leurs textes. Les sanctions infligées au Niger, ça n'existe nulle part dans les textes. Donc les premiers qui violent ces textes-là sont ces soi-disant démocrates. Donc plus jamais de CEDEAO. Non, c'est fini. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.